beaucoup ne seront sûrement pas d'accord avec moi, mais faut quand même avouer que The Amazing Spider-Man, le premier du nom, c'était quand même un bel échec. Non mais c'est vrai, c'est probablement le deuxième film Spider-Man à avoir fait le plus mauvais score box-office. Il s'est littéralement fait laminer par les deux mastodontes qui étaient Avengers et Batman The Dark Knight Rises. Et celui-ci a reçu des critiques plus que mitigées. Et quand je dis des critiques mitigées, je veux dire que les seuls à le défendre, c'était une bande de fanboys qui voulaient que Spider-Man fait plus de blagues, qu'il ait des lance-toiles artificielles, et qu'il y ait une place plus importante au personnage de Gwen Stacy. Bref, des attentes réellement capitales dans un film Spider-Man. Bon, c'est vrai que j'étais pas vraiment fan du premier Amazing Spider-Man, mais très franchement, quand le 2 est sorti, j'en attendais certes pas grand-chose, mais réellement, je pensais, enfin je me disais que réellement, ils pouvaient pas faire pire que le premier. Et je sais pas comment ils ont fait leur compte, mais ils ont fait pire. Et oui, il est temps de s'attaquer au film de super-héros que Durandal avait trouvé en 2012, le plus kiffant, même plus kiffant qu'Avenger. Je parle bien sûr de The Amazing Spider-Man 2, le destin d'un héros. Titre français qui ne veut absolument rien dire comparé au titre américain Rises of Electro, qui est également un titre mensonger. Et cette fois, contrairement à ma critique sur le premier Amazing Spider-Man, qui, pour l'avoir revu, n'était pas génialement écrite, était un peu longue, et puis s'éparpillait sur plein de détails, enfin bref. C'était à l'époque où la chaîne se cherchait encore un peu, alors là... Et d'ailleurs, elle se cherche toujours, hein, faut dire la vérité. Bref, pour cette critique de The Amazing Spider-Man 2, on va essayer de moins s'éparpiller, d'être plus concis, mieux construit et aborder le film point par point. Et du coup, on commence tout de suite avec le premier point. Bon, mine de rien, je me sens un petit peu obligé de commencer par là, parce que l'action, le spectaculaire, c'est quand même quelque chose d'assez important dans un film de super-héros, je pense. Et souvent, les fans de ce film parlent des scènes d'action réalisées par Mark Webb comme quelque chose d'assez positif, voire même supérieur à ce que proposait la trilogie de Sam Raimi. Je crois que j'ai pas besoin de vous dire que je ne suis pas du tout d'accord avec ce point. Déjà dans le premier Amazing Spider-Man, l'action était assez pauvrette. Pour donner du réalisme au mouvement de Spider-Man, Mark Webb avait demandé à Andrew Garfield d'exécuter quelques cascades lui-même. Le problème, c'est que Andrew Garfield n'est pas vraiment un cascadeur professionnel, et en dehors des scènes qui sont full numériques, Spider-Man avait l'air assez bateau et peu agile dans ses mouvements. Et dans cet Amazing Spider-Man 2, je dois reconnaître qu'il y a déjà un meilleur travail de ce côté-là, notamment une certaine lourdeur au personnage de Spider-Man quand il se balance de toile en toile, ce qui donne un certain réalisme à ses mouvements. Mark Webb s'est même débarrassé de ce gimmick de vue à la première personne qui était une reprise de la série télé. Le problème, c'est que là où Sam Raimi proposait de spectaculaires traversées de New York et des affrontements dantesques, Amazing Spider-Man 2, malheureusement, continue à souffrir des travers du premier film, c'est-à-dire les scènes où il se balance de toile en toile et traverse New York sont trop courtes. Mais ils sont beaucoup trop courtes. C'est-à-dire, oui, tu as un travail sur les mouvements du personnage, un certain réalisme dans la lourdeur où il se balance, je l'ai déjà dit, le personnage a l'air agile, dynamique, mais il manque ce côté galvanisant, parce que c'est ça qui était bien dans les films de Sam Raimi. Tu étais littéralement porté avec le personnage quand il virevoltait de toile en toile. Et c'est pour ça, notamment, que dans le premier film, Spider-Man faisait des youpies à bout de champ. Alors, certains pouvant s'en moquer, à tort, parce que, en fait, ça par exemple, tout ça donnait un côté galvanisant à ces traversées de New York, et réellement spectaculaire. Là où, dans Amazing Spider-Man 2 et 1, du coup, Spider-Man se balance, mais c'est pour se déplacer. Et en fait, c'est ça le problème, il se déplace, et c'est tout. Et comme si ça ne suffisait pas, les effets spéciaux n'étaient pas tout à fait frais. Notamment Electro, qui se voudrait ressembler à la version Ultimate mélangée au Dr Manhattan, mais qui, arrivé à l'écran, ressemble juste à un gros tas de pixels bleus. Et en définitif, l'affrontement ultime entre Spider-Man et Electro, là aussi, laisse un peu à désirer. C'est-à-dire, il manque de l'impact dans les scènes de bagarre dans ce film. Parce que dans les films de Sam Raimi, c'était pas des films violents, si tu veux. Que le combat final contre le bouffon vert, quand même. Et en tout cas, t'avais de l'impact. C'est-à-dire, on se foutait des vrais coups dans la gueule. Là, dans Amazing Spider-Man, les combats sont assez aseptisés et acidulés. Bref, c'est un peu le même genre de censure que t'as dans un dessin animé, quoique je crois même que dans certains dessins animés Spider-Man, ça se foutait plus des nions que dans ce film-là. Et pour couronner le tout, t'avais des choix de mise en scène assez hasardeux, comme par exemple Electro qui fait de la musique électro,
en faisant exploser et rebondir Spider-Man sur les poteaux électriques de la centrale. Voilà, j'ai même pas envie de vous parler de la scène de Times Square qui est la première confrontation entre Spider-Man et Electro, qui en définitive est plus un dialogue à tendance comique avec Spider-Man qui se fout ouvertement d'Electro alors que celui-ci a besoin d'aide, j'y reviendrai après. Bref, en définitive, Amazing Spider-Man 2, et je suis désolé, ne brille pas du tout par ses scènes d'action. Ni par le reste d'ailleurs. J'ai toujours un certain mal à aborder la musique dans mes critiques, et pourtant c'est quelque chose d'important et il faut en parler. Et tout ce que je pourrais dire de ce Amazing Spider-Man 2, c'est qu'il souffre, enfin plutôt souffrait déjà, du syndrome des films de super-héros modernes qui ont du mal de trouver un thème musical emblématique qui accompagnera le héros et toute la trilogie. Ici, la musique du premier film, composée par James Horner, a complètement disparu et à la place ils ont remplacé par le toujours tendance Hans Zimmer et son équipe. Le problème, c'est que pour moi, Hans Zimmer était déjà fatigué concernant les films de super-héros après The Dark Knight Rises. Non mais pour moi, Hans Zimmer, il a tout donné dans The Dark Knight et arrivé à The Dark Knight Rises, il fallait juste arrêter de lui donner des films de super-héros à composer. Et oui, non mais parce que là, on a un nouveau thème musical qui est... Enfin, vous pouvez l'écouter parce que je l'utiliserai en fond dans certaines séquences de la vidéo, et puis vous l'avez sur internet, hein, mais j'ai pas envie de me le faire strike. Mais si vous voulez, on a une musique... Enfin, c'est une musique qu'on pourrait avoir du MCU, si vous voulez. Si vous voulez, dans la musique de Danny Elfman, et ça, il y a des gens qui en ont mieux parlé que moi sur le net, vous le savez sûrement, il y avait un aspect, vous voyez, un peu arachnéen dans le rythme de la musique, et virevoltant pour les envolées de Spider-Man. C'était une vraie musique qui collait au personnage, et le thème musical est resté toute la trilogie. Alors que là, on a une nouvelle musique à base de trompettes comme le premier, mais qui est pas tout à fait la même, quoi. Et en fait, cette musique, tu pourrais la mettre, par exemple, dans le MCU, sur Captain America, ben, ça passerait, si vous voulez. La musique d'Amazing Spider-Man 2 n'a absolument pas fait oublier le travail d'Danny Elfman. Et comprenez bien que Hans Zimmer, Jackie Hinsel et toute la clique sont pour moi la horde maléfique responsable, enfin qui m'ont ruiné les tympans dans la trilogie DCU de Zack Snyder. Alors autant vous dire que la musique de Amazing Spider-Man 2, enfin si vous voulez, j'aime bien un petit peu le thème musical de Electro, mais hors cadre. Parce que quand il est dans le film, je trouve que ça ne fait qu'accentuer le côté ridicule du personnage. Enfin bref. Alors c'est un cas assez intéressant quand on prend le temps de s'y attarder 2 minutes. Le premier The Amazing Spider-Man se voulait dans une ambiance beaucoup plus dark, beaucoup plus réaliste, avec une colorimétrie très bleue, très gris, très désaturée, façon Dark Knight de Nolan dans l'approche. Alors que The Amazing Spider-Man 2 se veut justement plus lumineux et beaucoup plus haut en couleur. Et bien sûr, je me souviens très bien des arguments des fanboys qui à l'époque justifiaient ce changement, pourrait-on dire, de démarche artistique, de parti pris, de la façon suivante. Ah, mais tu comprends pas, c'est de la symbolique. Dans le premier Amazing Spider-Man, le monde était sombre parce qu'il n'y avait pas Spider-Man et les gens aimaient pas Spider-Man. Alors que dans Amazing Spider-Man 2, les gens aiment bien Spider-Man et les super-héros existent. C'est le début de l'âge d'or des super-héros. Tout n'est que symbolique dans ce film. Et toi, t'as juste pas compris cette symbolique. C'est pour ça que tu gueules dessus. Alors, cette argumentation avait déjà été utilisée à l'époque pour justifier Man of Steel et Batman v Superman. Et ça n'a simplement jamais fonctionné, déjà à l'époque. Et puis, dans tous les cas, croyez-moi que Mark Webb n'a pas réfléchi sa réalisation aussi loin. En réalité, pour comprendre, il suffit de voir à quelle période est sorti le film. Le premier The Amazing Spider-Man est sorti en 2011. À l'époque, le MCU n'existait pas encore vraiment. Il venait tout juste de finir sa phase 1 avec le premier Avenger. Et à l'époque, la tendance ultime à suivre en matière de films de super-héros, c'était le Batman The Dark Knight de Nolan. Alors que The Amazing Spider-Man 2 est sorti après l'énorme succès d'Avenger, qui était devenu la nouvelle référence à suivre en matière de films de super-héros. Voilà pourquoi The Amazing Spider-Man 2 a une imagerie plus lumineuse, plus joyeuse et plus colorée comparée au premier Amazing Spider-Man. En gros, Sony, avec ses 2 Amazing Spider-Man, ont juste suivi les tendances du moment. Exactement comme l'a fait la Warner avec ses films du MCU où on est passé de Batman v Superman à Aquaman par exemple.
À part que Sony, ça arrivait beaucoup plus rapidement, parce que c'est vraiment d'un film à l'autre que ça change. Et quant à Mark Webb, dans cette histoire, ben lui, c'est pas vraiment posé de questions, hein. On lui a juste dit, ok, le côté sombre, dark, réaliste à la Dark Knight, ça marche plus. Du coup, dans le 2, tu vas nous faire un film plus coloré, et ben, il a fait un film plus coloré à la Avenger, comme on lui a demandé. Voilà, et on lui a aussi dit, bon, les fans, ils ont pas trop aimé le costume d'Amazing Spider-Man 1, alors du coup, maintenant, tu nous fais un costume plus proche de l'original. Et il l'a fait également, et tant pis si la cohérence entre les deux films est complètement foulingue. D'un point de vue narratif, structurel, scénaristique, tout ce que tu veux, le film c'est quand même une belle catastrophe. Il multiplie et enchaîne les intrigues et les sous-intrigues, mais ne prend jamais le temps de les développer correctement. Contrairement au film de Sam Raimi, qui avait très peu d'intrigues et très peu de sous-intrigues, beaucoup plus simples, mais qui prenait le temps de les raconter. Là, dans Amazing Spider-Man, c'est complètement ridicule. Tu enchaînes avec une intrigue sur Electro, avec la romance entre Peter et Gwen, avec la maladie d'Harry Osborn, Peter qui veut pas aider Harry Osborn, et sans oublier Peter Parker qui enquête sur ses parents. En fait, c'est un peu comme s'ils avaient pris toute une saison d'une série, genre par exemple la série Flash de la CW, et qu'ils l'auraient compressé en un seul film de 1h30, tout en gardant les intrigues et les sous-intrigues propres à une série de 23 épisodes. Et encore heureux qu'ils ont supprimé pas mal de sous-intrigues au montage, avec le scénario, notamment le triangle amoureux entre Peter, Gwen et Mary Jane qui allait se mettre en place dans ce film. Là, vous allez sûrement me dire que c'est une version longue qu'il aurait fallu. Ouais, enfin, une version longue de combien? C'est quoi que vous voulez? Un film de 4 heures comme la Snyder Cut? Au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Au bout d'un moment, c'était au travail du réalisateur et du scénariste de pouvoir faire un film avec une histoire homogène qui se tient assez bien en 1h30. Alors que là, je suis désolé, c'est hyper éparpillé, c'est peut-être même pas le nombre de sous-intrigues, quoique si, il y en a quand même beaucoup, parce que, oui, il y a Harry Osborn, il y a les trucs concernant Harry Osborn, son entreprise, tout ça, Gwen Stacy qui va faire ses études, enfin, il y a plein de trucs dans le film, et c'est vraiment... Enfin, vraiment, c'est vraiment enchaîné au compte-gouttes, et ça donne vraiment une drôle impression du quotidien de Peter Parker. Bon alors, de 8 à 12 heures, je combats le crime. Après, pause déjeuner. Après, à 13 heures, je vais enquêter sur la mort de mes parents disparus. Très bien. Après, je vais voir Gwen. Et puis, il faut... Ah, merde, il faut aussi que j'aille passer à Rick et... Au sujet de sa maladie, tout ça, ouais, je peux pas lui donner mes pouvoirs, tout ça, ouais. Bon, tant pis, j'annule le rendez-vous avec les Avengers pour combattre Thanos. Voilà, et puis comme si les sous-intrigues ne suffisaient pas, il y a aussi tout le teasing concernant les films Amazing Spider-Man à venir et l'univers étendu qui allait avec. Oui, parce qu'encore une fois, l'objectif de Sony, c'était de créer un univers, un vaste univers partagé à la MCU. Tiens d'ailleurs, en parlant de sous-intrigues... Les parents de Peter Parker étaient vendus dans le premier Amazing comme la grande nouveauté, mais également comme une intrigue fil rouge qui allait être suivie à travers plusieurs films. Le problème avec tout ça, c'est qu'en vrai, les parents de Peter Parker, on s'en fout un peu en fait. Enfin, on s'en fout pas totalement, ils pouvant être jugés d'intrigue. Par exemple, dans les comics, ils sont tantôt agents du Shield, tantôt scientifiques. Là, dans ce film, ils sont scientifiques, ils sont même directement liés aux origines de Spider-Man. Le problème que j'ai avec ça, c'est que ça réduit considérablement le rôle de Oncle Ben dans cette saga, parce que réellement, pour ce qui est de l'évolution du personnage de Peter Parker, ses parents ont un rôle secondaire, ça fait partie du truc, qu'il a été élevé par son oncle et sa tante qui sont plus âgés et tout ça, et vraiment l'élément déclencheur de Spider-Man, le truc qui traverse toute sa vie, et c'est ce qu'on retient dans tous les films Spider-Man, à part les deux de MCU, en fait, c'est que... Ouais, c'est que Oncle Ben, c'est vraiment l'élément déclencheur de Spider-Man, au même titre, c'est l'équivalent des parents de Bruce Wayne, et tout ça, quoi. Et dans cette saga Spider-Man, c'était vraiment anecdotique, quoi. Dans le premier Amazing Spider-Man, la mort d'Oncle Ben, elle était anecdotique, et dans ce deuxième film, elle est littéralement oubliée. Et puis, cette histoire de complot de domination mondiale dirigée par Oscorp, ça devient de plus en plus invraisemblable à chaque film. Avec Papa Kent, qui a littéralement un laboratoire secret caché dans les rames du métro. Truc que seul Batman pourrait se payer d'ailleurs. Et ouais, j'ai vraiment l'impression que, en voyant ce film, que cette intrigue autour des parents, déjà qui était évidente, parce que
C'est-à-dire, on nous fait tout un foin, tout un mystère avec ça, mais on sait très bien que c'est Oscorp qui les a tués parce qu'il allait dénoncer leur magouille scientifique, qu'il crée des super vilains et puis tout ça. Et j'ai l'impression que pour faire durer une espèce de suspense, il l'improvisait en chaque film. Et du coup, ça devenait de plus en plus invraisemblable. On témoigne la fin alternative qui a été coupée en montage, où Papa Kent, le père de Peter, s'avère être en vie. Genre comme ça, il revient au calme avec une barbe en mode je me suis caché pendant 20 ans. Alors désolé, les parents de Peter Parker, en vrai, on s'en foutait un peu, mais le peu qu'ils auraient pu en faire dans cette saga, ils en ont fait n'importe quoi. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec ce point, mais Peter Parker, alias Spider-Man, joué, interprété par Andrew Garfield, est sûrement l'incarnation la plus profane et la plus détestable du personnage. Il est frimeur, égoïste, ne tient jamais ses promesses, se comporte comme un goujat avec sa copine, il est irresponsable, et surtout son humour est insupportable. Alors je n'ai rien contre le fait que Peter Parker fasse des vannes, blague ses ennemis pour les déconcentrer pendant les combats, tout ça, on va dire, dans une moindre mesure, ça fait partie de l'ADN du personnage, même si c'est pas la caractérisation principale du personnage, comme certains fans pouvaient le dire à propos de ce film et en référence au film de Sam Raimi. Mais il faut quand même éviter de lui faire de l'humour dans des moments inappropriés. Par exemple, il faut éviter de le faire rouler du cul devant le futur Rhino plutôt que de l'arrêter, alors que celui-ci provoque d'innombrables dommages collatéraux. Il faut aussi éviter de voir Spider-Man faire le guignol pendant qu'Electro provoque un blackout total sur New York et menace de faire s'écraser des avions sur la ville, provoquant ainsi des millions de morts. Est-ce que je parle plus fort que d'habitude en ce moment? Oui. Oh. Et tout ça, incarné par un Andrew Garfield qui surjoue et cabotine à mort, ça achève de rendre le personnage absolument détestable. Déjà dans le premier Amazing Spider-Man, il y avait un grave problème de caractérisation du personnage. Oui, parce qu'on en a déjà parlé dans la critique du premier film, dans Amazing Spider-Man, Peter Parker était pas vrai. Ils avaient clairement un certain mal à bien représenter, enfin à bien caractériser Peter Parker comme l'intello de service qui se fait bully par les brutes du lycée. Et clairement dans cet Amazing Spider-Man 2, ils n'essayent même plus de le caractériser comme ça. Hein. Le fait que Peter Parker était l'intello de service au lycée, c'est visiblement quelque chose d'assez lointain. Et du coup, c'est même pas ça où est porté le problème au final de la caractérisation de ce Peter Parker. Le problème, c'est pas qu'il n'a pas des lunettes assez grosses, qu'il n'est pas assez ringard, qu'il est bien coiffé. Hein. Non, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est même plus que Andrew Garfield soit trop beau gosse pour incarner Peter Parker. Le problème, c'est réellement que ce personnage, ce Spider-Man, ce Peter Parker, se comporte d'une manière qui est juste... exécrable. Non, mais parce que vous voyez, le Peter Parker des films de Sam Raimi avec Tobey Maguire, tout simplement, hein, on lui reprochait... enfin, vous avez vu les vidéos de merde de Mister Mea qui dit... il dit complètement n'importe quoi dans ses vidéos. Oh là là, Peter Parker, il est égoïste, il pense qu'à lui... personnellement, je sais pas quel Spider-Man a vu Mister Mea, ou alors s'il mélangerait pas les trois incarnations qu'on a eu au cinéma dans sa tête. Mais je suis désolé, le Peter Parker qui est égoïste et qui ne pense qu'à lui, c'est clairement dans cette version-là. Ah non, mais clairement, dans cet Amazing Spider-Man 2, la devise de Oncle Ben, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, il se la carre littéralement au cul. On a vraiment l'impression que ce qui compte pour Spider-Man, que sauver New York, sauver la ville, sauver les gens, c'est quelque chose qui est relativement secondaire pour lui. Lui, ce qui l'importe, c'est résoudre le mystère autour de ses parents, c'est sortir avec sa copine, c'est en fait qu'il prend son rôle de justicier, vraiment pour de la rigolade, juste pour se sentir estimé, galvanisé, il est en pleine quête de... Enfin bref, ce Spider-Man, c'est un peu une mentalité d'influenceur, j'y reviendrai après, vous allez voir, parce que ça c'est marrant, avec ce qu'il fait à Max Dillon, Electro par exemple. Mais si vous voulez une autre preuve, il n'y a qu'à voir comment il est prêt à tout larguer, mais littéralement tout larguer. Hein. La recherche du mystère de ses parents, les super vilains qui courent toujours, hein, Electro techniquement il est neutralisé en tôle, mais il sait très bien qu'avec la puissance qu'il a, il peut sortir, il s'en fout. Il était prêt, dans ce film, hein, il était prêt à tout larguer pour partir avec Gwen Stacy à Londres. Oui, parce que tout l'intrigue du film, c'est que Gwen Stacy part à Londres, donc enfin bref, on va développer ça après, mais ouais, il était prêt à tout larguer
pour aller à pour rejoindre Gwen Stacy avec sa copine à Londres. Alors je sais que les fans d'Amazing Spider-Man, justement, ils trouvent ça beau, ils trouvent ça fort, hein, que c'est vraiment une preuve d'amour, qu'il est prêt à tout abandonner pour partir avec Gwen Stacy à Londres. Mais bordel, il abandonne New York, il abandonne sa ville, la ville de Oncle Ben, il l'abandonne à la merci des super vilains, de la criminalité qui est hyper forte. Tout ça pour aller rejoindre sa copine. Il était prêt à le faire. Et même, il était prêt à le faire, et en plus il ajoute, ah bah de toute façon, il y a également des criminels à Londres, hein. Bah oui, connard, à New York, t'as des putains de super vilains déguisés en animaux qui peuvent foutre un boxon pas croyable. Mais c'est vrai que la priorité, c'est aller taper 3 skinheads londoniens. Ça c'est... non mais vraiment, quoi. Et le pire, bien sûr, dans l'écriture de ce Peter Parker, c'est qu'au final, et d'ailleurs c'est le cas pour tout le film, hein, c'est que en fait c'est juste involontaire. Oui, parce que je dis pas qu'ils ont fait ça exprès, évidemment ils ont pas fait exprès de faire de Peter Parker un petit merdeux égoïste à qui t'as envie de foutre des claques. Non, c'est juste, c'est complètement involontaire, c'est juste que le film est mal écrit. Voilà, évidemment, quand Spider-Man il commet des dommages collatéraux en faisant des blagues à la con au lieu de combattre les super vilains, dans la tête des scénaristes, ça en fait un personnage hyper sympathique, hyper drôle. Quand il part rejoindre sa copine à Londres, évidemment, et pour les scénaristes, ils l'ont écrit comme si c'était une preuve d'amour. Le problème, c'est que les intentions sont ratées et provoquent juste l'effet inverse. Que Peter Parker n'est pas ce Peter Parker n'est ni attachant, ni amusant, ni sympathique. Voilà, c'est le Peter Parker le plus antipathique du cinéma. Et il suffit de voir comment il se comporte avec sa copine. La romance Peter Parker et Gwen Stacy est l'un des éléments les plus appréciés des fans. Et souvent il l'explique par l'alchimie qu'il y a entre Andrew Garfield et Emma Stone, qui étaient en couple à l'époque du film. Mais bon, alors tout ça c'est bien mignon, mais en vrai ça marche pas. Enfin du moins ça marche pas sur moi. Oui, non, parce que très franchement, que les deux acteurs étaient en couple à l'époque du film, je m'en tamponne joyeusement. C'est pas parce qu'ils étaient en couple dans la vraie vie que l'histoire d'amour dans le film est bien écrite. Et c'est justement ça le problème. Pour que cette histoire d'amour soit réellement touchante dans le film, il faut qu'elle soit bien écrite et qu'elle apporte quelque chose au scénario. Oui, parce que beaucoup se plaignent que l'histoire d'amour était trop présente dans Spider-Man 2 de Sam Raimi. Oui, peut-être. Mais cette histoire avait du sens. Et dans Amazing Spider-Man 2, non seulement l'histoire d'amour est très présente, mais en plus elle n'a aucun intérêt, car on n'y trouve aucun dilemme amoureux par rapport à Peter Parker et Spider-Man. Oui, parce que c'est quoi les histoires d'amour dans les comics de Spider-Man, et peut-être même dans les comics en général, hein. Dans Superman, il y a un peu de ça aussi, dans Batman aussi, hein, quand il a des relations, enfin bref. C'est tout simplement le concept de l'identité secrète. C'est-à-dire les problèmes qu'a Spider-Man dans ses relations amoureuses, par exemple, c'est les mêmes problèmes qu'il a dans sa vie professionnelle, etc. C'est le fait de jongler entre sa vie normale et sa vie de super-héros, et que quelquefois il doit tout simplement sacrifier de sa vie personnelle pour son devoir de super-héros. Et dans les Amazing Spider-Man, tu as pas ça du tout, parce que dès le premier film, cet abruti avait décidé de lui révéler son identité, en espérant pouvoir se la faire plus rapidement. Et ce, malgré tous les risques que ça comporte, c'est-à-dire la mettre en danger et la voir se faire kidnapper par un super vilain tous les 4 matins. Du coup, pour l'épisode 2, il fallait trouver un nouveau dilemme amoureux. Les scénaristes auraient pu, par exemple, faire un triangle amoureux Gwen Stacy, Peter Parker, Mary Jane. Ça aurait été très chiant, hein, je vous l'accorde, mais ils auraient pu faire ça aurait été logique. À la fin du film, ils avaient essayé de rattraper le coup avec Peter qui est obligé de quitter Gwen Stacy, parce qu'il avait fait la promesse au capitaine Stacy, qui était mourant, de ne pas la mettre en danger. Promesse qu'il a dû tenir une semaine, un mois, grand max. Bah oui, parce que figurez-vous qu'environ 2 ans après, Spider-Man commence un petit peu à culpabiliser de ne pas avoir respecté sa promesse au capitaine Stacy, qui était en train de mourir après lui avoir sauvé la vie, je le rappelle. Du coup, Peter Parker commence à voir des apparitions fantomatiques du capitaine Stacy un peu partout, ce qui pousse Peter Parker à de nouveau larguer Gwen pour enfin respecter sa promesse. Ce qui veut dire que la fin du premier film n'a servi strictement à rien. Mais v'là-t-il pas qu'après une semaine de célibat, Peter Parker commence à regretter d'avoir quitté Gwen Stacy, et va donc tout faire pour essayer de la reconquérir, ce qui confirme une nouvelle fois que la fin du premier film n'aura servi strictement à rien. Et tout le reste de l'intrigue, si on peut appeler ça une intrigue, tournera autour de Peter et Gwen qui se dragouillent façon chat et la souris, et la question, est-ce que Peter Parker va réussir à reconquérir Gwen avant que celle-ci parte faire ses études à Londres? Ah, le suspense et haletant. Et là vous allez me dire, c'était exactement pareil dans les films de Sam Raimi, mais alors qu'en fait, pas du tout. Dans les films de Sam Raimi, il y avait un réel dilemme entre Spider-Man, sa vie normale, et sa vie amoureuse. À la fin de Spider-Man, si Peter Parker
quitte Gwen, pas parce qu'il est égoïste comme c'est dit dans la vidéo de Mr. Miam, mais parce que justement c'est pas du tout un acte égoïste, c'est un sacrifice. Il sacrifie sa vie normale et le bonheur qu'il pourrait avoir avec Mary-Jane, parce que tout simplement il ne peut pas abandonner sa responsabilité de justicier, de héros, d'une ville qui a besoin de lui. Vous comprenez, c'est réel, il sacrifie sa vie amoureuse, sa vie normale, en partie, pour sa vie de justicier. Et justement, dans Spider-Man 2, Mary-Jane connaît enfin le secret de Peter Parker, parce qu'elle l'a vu sur son Max et tout ça, vous connaissez le film. Mais Peter Parker, malgré tout, décide de ne pas aller avec elle, et justement, après avoir passé tout le film, parce que dans Spider-Man 2, il fait ça, il essaye aussi de la reconquérir tout le long du film. Mais il décide, malgré tout, de la laisser partir, de la laisser vivre sa vie. Parce qu'il sait que, tout simplement, que sa vie de justicier la mettra continuellement en danger. Mais pourtant, à la fin de Spider-Man 2, c'est Mary-Jane elle-même qui de vivre avec Peter Parker, Spider-Man, en acceptant tous les risques que ça comporte. Alors que je suis désolé, dans Amazing Spider-Man 1 et 2, Peter Parker n'est rien d'autre qu'un énorme macho égoïste qui a bien de la chance que Gwen Stacy est complètement soumise à lui. Parce que ce qui est marrant avec le personnage de Gwen Stacy, c'est qu'elle est vue par les fans de Amazing Spider-Man comme un personnage, disons, on va dire, plus féministe que Mary-Jane dans les films de Sam Raimi. Et en soi, je comprends pourquoi ils pensent ça. C'est vrai que Mary-Jane dans les films de Sam Raimi avait un rôle de demoiselle en détresse, là où Gwen Stacy se fait réellement kidnapper par le grand méchant qu'à la fin du deuxième film, et même elle participe assez activement à la capture des super-vilains, au point même d'en crever d'ailleurs. Non mais parce que soyons d'accord, pendant tout le film, Spider-Man passe son temps à lui dire de pas aller se mettre en danger, mais elle insiste, elle veut absolument l'aider à capturer les super-vilains. Alors que c'est juste une petite blondasse de 18 ans, sans aucun super pouvoir. Non mais je suis désolé, hein, quand elle meurt à la fin du film, c'est qu'elle l'a un peu cherché. Mais est-ce que le fait que Gwen Stacy assiste Spider-Man à capturer les super-vilains en fait un personnage plus féministe pour autant? Bah en fait, non. Non, je suis désolé, hein, je suis désolé. Vous pouvez penser ce que vous voulez de Mary-Jane dans les films de Sam Raimi, que c'est juste une demoiselle en détresse, vous pouvez même la trouver agaçante dans Spider-Man 3, si vous voulez. N'empêche que c'était un vrai personnage avec un minimum de développement. Alors bien sûr, c'est pas le personnage le plus développé de la planète, tout simplement parce que c'est pas le personnage principal du film, elle est pas centrale. Le film se concentre sur Peter Parker. Mais elle avait un minimum de développement qui lui donne une vraie personnalité. Et d'ailleurs, tout son développement dans Spider-Man 3, c'était qu'elle voulait s'affirmer et ne plus être dans l'ombre de son super boyfriend. Et là, j'ai pas envie de faire de la psychologie de comptoir, mais c'est quelque part, c'est peut-être un peu pour ça que vous la trouvez agaçante dans Spider-Man 3, parce que c'est un vrai personnage féministe qui s'affirme, enfin qui veut s'affirmer, alors que Gwen Stacy, c'est juste la copine mignonne et sympa du héros. Et point. Ah non, mais je suis désolé, je sais bien que vous serez pas d'accord avec ça, que pour vous, Gwen Stacy dans Amazing Spider-Man, c'est un peu, c'est plus un modèle de femme forte que Mary-Jane, parce qu'à un moment, elle donne un petit coup de latte au lézard, ou qu'elle aide à capturer. Enfin, plutôt buter, parce que Electro, ils cherchant pas à le capturer, ils cherchant à le buter, enfin, qu'elle aide à buter Electro. Mais à part ça, qu'elle donne de temps en temps un petit coup de latte au super vilain, c'est quand même un personnage féministe assez limité. Non mais on parle quand même d'une nana qui pendant les 2 films se fait larguer par Peter Parker à chaque fois pour une raison saugrenue, pour qu'ensuite celui-ci regrette et veut la récupérer, et qu'elle, à chaque fois, elle acquiesce. Elle acquiesce à chaque fois et avec un grand sourire. Mais meuf, est-ce que t'as un minimum d'orgueil et d'amour propre? Je suis désolé, Gwen Stacy, dans les Amazing Spider-Man, c'est pas un personnage. Elle n'a aucun développement, même la mort de son père, tiens, ça infecte plus Peter Parker qu'elle au final. Et en fait, c'est assez triste à dire, mais la seule utilité de Gwen Stacy dans les Amazing Spider-Man, et c'est triste à dire, hein, mais sa seule utilité, c'était de mourir à la fin de l'épisode 2. Mais bon, la mort de Gwen Stacy, je vous la garde pour la prochaine fois. Là, nous allons nous concentrer sur Electro. Parce que ce qui est marrant avec le personnage de Gwen Stacy, c'est qu'elle est vue par les fans de Amazing Spider-Man comme un personnage, disons, on va dire, plus féministe que Mary-Jane dans les films de Sam Raimi. Et en soi, je comprends pourquoi ils pensent ça. C'est vrai que Mary-Jane dans les films de Sam Raimi avait un rôle de demoiselle en détresse, là où Gwen Stacy se fait réellement kidnapper par le grand méchant qu'à la fin du deuxième film,
Et même, elle participe assez activement à la capture des super-vilains. Au point même d'en crever d'ailleurs. Non mais parce que soyons d'accord, pendant tout le film, Spider-Man passe son temps à lui dire de pas aller se mettre en danger. Mais elle insiste, elle veut absolument l'aider à capturer les super-vilains. Alors que c'est juste une petite blondasse de 18 ans, sans aucun super-pouvoir. Non mais je suis désolé, hein, quand elle meurt à la fin du film, c'est qu'elle l'a un peu cherché. Mais est-ce que le fait que Gwen Stacy assiste Spider-Man à capturer les super-vilains en fait un personnage plus féministe pour autant? Bah en fait, non. Non, je suis désolé, hein, je suis désolé. Vous pouvez penser ce que vous voulez de Mary Jane dans les films de Sam Raimi, que c'est juste une demoiselle en détresse, vous pouvez même la trouver agaçante dans Spider-Man 3, si vous voulez. N'empêche que c'était un vrai personnage avec un minimum de développement. Alors bien sûr, c'est pas le personnage le plus développé de la planète, tout simplement parce que c'est pas le personnage principal du film, elle est pas centrale. Le film se concentre sur Peter Parker. Mais elle avait un minimum de développement qui lui donne une vraie personnalité. Et d'ailleurs, tout son développement dans Spider-Man 3, c'était qu'elle voulait s'affirmer et ne plus être dans l'ombre de son super boyfriend. Et là, j'ai pas envie de faire de la psychologie de comptoir, mais quelque part, c'est peut-être un peu pour ça que vous la trouvez agaçante dans Spider-Man 3, parce que c'est un vrai personnage féministe qui s'affirme, enfin qui veut s'affirmer, alors que Gwen Stacy, c'est juste la copine mignonne et sympa du héros. Et point. Ah non, mais je suis désolé, je sais bien que vous ne serez pas d'accord avec ça, que pour vous, Gwen Stacy dans Amazing Spider-Man, c'est plus un modèle de femme forte que Mary Jane, parce qu'à un moment, elle donne un petit coup de latte au lézard, ou qu'elle aide à capturer, enfin plutôt buter, parce que Electro, ils ne cherchent pas à le capturer, ils cherchant à le buter, enfin, qu'elle aide à buter Electro. Mais à part ça, qu'elle donne de temps en temps un petit coup de latte au super vilain, bah, c'est quand même un personnage féministe assez limité. Non mais on parle quand même d'une nana qui pendant les 2 films se fait larguer par Peter Parker à chaque fois pour une raison saugrenue, pour qu'ensuite celui-ci regrette et veut la récupérer, et qu'elle, à chaque fois, elle acquiesce. Elle acquiesce à chaque fois et avec un grand sourire. Mais meuf, est-ce que t'as un minimum d'orgueil et d'amour-propre? Je suis désolé, Gwen Stacy, dans les Amazing Spider-Man, c'est pas un personnage. Elle n'a aucun développement, même la mort de son père, tiens, ça infecte plus Peter Parker qu'elle au final. Et en fait, c'est assez triste à dire, mais la seule utilité de Gwen Stacy dans les Amazing Spider-Man, et c'est triste à dire, hein, mais sa seule utilité, c'était de mourir à la fin de l'épisode 2. Mais bon, la mort de Gwen Stacy, je vous la garde pour la prochaine fois. Là, nous allons nous concentrer sur Electro. Electro, donc, qui est joué par Jamie Foxx, qu'ils ont déguisé en cyprien des petites annonces. Pourquoi Jamie Foxx dans le rôle? Ben, tout simplement, c'était après Django et il était bankable à ce moment-là. Oui, c'est la seule raison. Donc, Max Dillon est un scientifique qui a inventé un système énergétique révolutionnaire qui permet à Oscorp d'être autonome, qui fonctionne avec des anguilles électriques mutantes. Je suis pas sûr qu'avec ça, Oscorp puisse rivaliser avec le réacteur ARK de Tony Stark. Mais bon, malgré cette invention révolutionnairement débile, Max Dillon n'a aucune considération par ses employeurs. Plus c'est un inadapté social qui n'a aucun ami et semble avoir une obsession assez bizarre pour son Spider-Man. Donc Max Dillon est un mélange foireux entre Steve Urkel et Norman Bates, et il deviendra Electro en tombant dans l'aquarium des anguilles électriques mutantes. Ce qui veut dire que Electro est un homme anguille électrique. Alors je me doute que le but était d'essayer de créer un parallèle avec les origines de Spider-Man, mais en fait c'était pas obligé. Et je sais aussi que l'idée a été reprise dans la série animée spectaculaire Spider-Man, mais pour tout dire, ça passait un poil mieux dans le dessin animé. Mais le vrai problème avec Electro, c'est qu'on essaie de nous faire ressentir de l'empathie pour le personnage. Oui, parce que encore une fois, on a ici une sorte de paria qui n'a aucune considération au travail, qui n'a même aucun réel ami, et même assez mentalement perturbé. Son seul réconfort étant son admiration pour Spider-Man. Alors, qu'on fait une version de Electro comme ça, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que quand tu fais ce genre de gentil méchant, pour que ça marche, il faut d'abord que sa descente aux enfers soit crédible. Et surtout, que le héros lui-même ait de l'empathie pour le méchant. Ici, le mal-être de Max Dillon n'est jamais crédible. Si vous voulez, tout ce qu'a trouvé le film, pour montrer que Max Dillon n'a aucune considération et aucun ami, c'est que aucun de ses collègues de travail ne lui souhaite bon anniversaire. Voilà, pour rappel, Jamie Foxx était persuadé que ce film Spider-Man s'adressait en premier lieu aux enfants. Je crois que vous comprenez pourquoi. Et Spider-Man, on n'a absolument rien à foutre de Max Dillon.
alors qu'il est responsable de son pétage de boulon. Pétage de boulon, Electro, non? Ça marche mieux avec pétage de plomb, je crois. Parce que le truc qui a beaucoup été moqué concernant Electro, c'est qu'il en veut à Spider-Man parce que celui-ci a oublié son prénom. Mais justement, Spider-Man a oublié son prénom. Au départ, c'était Spider-Man qui voulait se faire mousser auprès de Max Dillon après l'avoir sauvé, en lui disant qu'il était son ami et qu'il serait ses yeux et ses oreilles dans New York. Évidemment que Max Dillon, qui est un peu mentalement perturbé, l'a pris au mot et était réellement persuadé que Spider-Man, qu'il admirait tant, était son ami. C'est vrai quoi, qu'est-ce que ce connard de Spider-Man, parce que là je suis désolé, il se conduit comme un connard, qu'est-ce que ce connard de Spider-Man avait besoin de dire à Max Dillon qu'il était son ami et qu'il serait ses yeux et ses oreilles dans New York? Que je sache, il n'a pas un réseau d'informateurs dans toute la ville. C'est pas Shadow le mec, d'ailleurs il n'a donné à Max Dillon aucun moyen de le contacter. Et effectivement, quand il rencontrera de nouveau Max Dillon, quand il sera devenu Electro, il aura complètement oublié son prénom, qu'il l'avait sauvé il y a quelques jours et qu'il lui avait dit qu'il serait son ami, qu'il lui servirait d'informateur, qu'il serait l'un de ses espions, et toutes ces conneries comme ça. Donc Spider-Man est en partie responsable du pétage de câble. Pétage de câble, Electro? Non? Il est responsable du pétage de câble d'Electro. Tout ça parce que dans ce film, Spider-Man a la mentalité d'un influenceur et qu'il aime juste se faire mousser auprès des citoyens. Après que Electro pète les plombs à cause de la vantardise et de l'égocentrisme de Spider-Man, j'ai envie de dire que ça pourrait marcher si Spider-Man en tirerait une certaine leçon personnelle. Mais Spider-Man ne prendra aucune responsabilité dans cette histoire. Il a littéralement oublié Max Dillon, et même pire, il n'en a rien à foutre, alors qu'il voit très bien que Max Dillon est perturbé et qu'il a besoin d'aide. Mais non, Spider-Man n'en a rien à foutre et passera tout le film à trouver un moyen de le tuer, purement et simplement, ce qu'il fera à la fin avec l'aide de sa copine. C'est quoi au juste le message que renvoie le film? Oui, non, parce que dans Amazing Spider-Man 1, l'un des gros reproches qui était fait sur Peter Parker, c'était qu'on n'avait pas le Peter Parker, on va dire, classique, un télo de service et souffre-douleur du lycée. Bref, on avait un Peter Parker qui, de base, était plus sexy. Alors que là, avec ce Max Dillon, on a clairement cette caricature du geek, un télo qui se fait martyriser et qui n'a aucune vie sociale, etc., etc. Et bien, ce que nous dit le film, c'est que quand vous êtes ce genre d'individu un peu marginal de la société, on pourrait dire, et bien tout ce que vous méritez, c'est de vous faire buter par les deux héros du film, qui sont deux gravures de mode, des canons de beauté américains. Alors je sais pas si Mark Webb voulait répondre aux critiques concernant son Peter Parker avec ce film. Si vous voulez mon avis, il n'a pas réfléchi aussi loin, mais n'empêche que, sans le vouloir, ce Electro contredit tout le méchage du personnage de Peter Parker. Et rien que pour ça, c'est le méchant le plus raté de tous les films Spider-Man qu'il y a eu. Bon, après, je vous ai pas encore parlé du bouffon vert. Bon, je vais essayer de faire bref. La famille Osborn est extrêmement importante dans la mythologie de Spider-Man. Harry Osborn étant son meilleur ami, et Norman Osborn, le père, étant l'un de ses pires ennemis, le bouffon vert. Mais comme ils étaient déjà très présents dans la trilogie de Sam Raimi, ils ont clairement eu du mal à savoir comment les utiliser de manière originale, tout comme ils ont eu du mal à trouver un nouveau Jameson. Du coup, Harry Osborn sera littéralement absent de Amazing Spider-Man 1, et Norman Osborn sera présenté comme le grand méchant caché dans l'ombre. Chose qui au final ne sera même pas pris en compte dans cette suite, puisque Norman Osborn mourra de sa maladie avant même de devenir le bouffon vert. Bon, quoi qu'il en soit, Harry Osborn est de retour à New York après avoir fait toute sa scolarité à l'étranger. Et du coup, il décide de renouer des liens avec son ami d'enfance, Peter Parker. Bon alors déjà, il y a un problème, c'est que Harry Osborn était absent du premier film. Et à moins que je me trompe sur ce détail, j'ai peut-être loupé une ligne de dialogue, un clin d'œil, que sais-je, il n'était même pas cité par Peter Parker. Jamais il ne parle de son meilleur ami qui vit à l'étranger et qui est accessoirement l'héritier de Oscorp Industries. Oscorp Industries qui est au cœur, qui était déjà au cœur de l'intrigue du premier film. Quand Harry Osborn débarque comme une fleur et qu'on essaie de nous faire croire que Peter et lui sont les meilleurs amis du monde, et ben ça marche pas. Tout ce que tu en déduis, en fait, c'est qu'ils ont joué au foot ensemble quand ils étaient minots, mais on parle pas du tout d'une longue amitié forte comme dans la trilogie de Sam Raimi. Et du coup, leur guerre fratricide dans le film, elle fonctionne de base pas du tout.
Contrairement à Spider-Man 3, je suis désolé. Évidemment, Harry Osborn est également venu pour rendre visite à son père mourant, qui, après avoir bazardé toutes leurs relations conflictuelles à travers un dialogue, lui annonce que non seulement sa maladie est héréditaire, mais qu'en plus il lui faut du sang de Spider-Man pour se guérir. Alors, pourquoi du sang de Spider-Man, et surtout, c'est quoi cette maladie et pourquoi est-elle héréditaire? Ça, on le saura jamais. Ce qui est sûr, c'est que Norman Osborn mourra de cette globinite aiguë, et que Harry Osborn deviendra le seul héritier de l'entreprise, ce qui ne plaira pas aux méchants actionnaires, qui lui feront un coup de pute afin de le radier. Dans le même temps, Spider-Man refuse de donner son sang à Harry pour une raison assez bidon. Notez à quel point la scène est affligeante, avec Spider-Man dans son costume trop grand, affalé sur un fauteuil, et Harry Osborn qui cabotine autant que Lex Luthor dans BVS. Et après, on va me dire que Mark Webb était meilleur en mise en scène que Sam Raimi. Du coup, pour se venger de tout ce petit monde, Harry Osborn fera évader et s'alliera avec Electro. Notez que Harry Osborn, 18 ans, s'introduit dans une prison de haute sécurité pour super vilain en étant armé d'un simple taser. Voilà. Et après, on ose me dire que l'avantage des Amazing Spider-Man, c'est qu'ils étaient plus réalistes que la trilogie de Sam Raimi. Du coup, avec l'aide d'Electro, Harry s'introduira dans les labos secrets de Oscorp, là où sont rangés tous les futurs costumes des futurs super-vilains, et pour se guérir, boira le venin de l'araignée radioactive, ce qui malheureusement aura un effet secondaire qui le transformera en fusion étrange entre Arthur des Minimoy et Jacouille la fripouille. Notez que la chambre qui contient le planeur et l'armure du bouffon vert s'ouvre à ce moment précis sans aucune raison. Alors j'imagine qu'il faut y voir une sorte de symbolique derrière, du genre « Oh là là, c'est la naissance du bouffon vert ». Ouais, mais c'est de la merde. En tout cas, il enlèvera Gwen Stacy, qui en suivra un affrontement avec Spider-Man, qui, je suppose, se voulait rendre hommage au château de Cagliostro, mais fait de façon merdique, avec Spider-Man qui retient des rouages avec ses orteils, et Arthur la fripouille qui essaie de le tuer avec un gadget qui ressemble à un rasoir électrique, ce qui nous amènera au moment culminant du film, ce moment qui, pour certains, est absolument bouleversant et fait de Amazing Spider-Man 2 la meilleure adaptation de Spider-Man, du moins la plus audacieuse. La mort de Gwen Stacy est l'un des événements les plus marquants des comics Spider-Man. Sam Raimi lui avait déjà rendu hommage dans son premier film, mais c'était Mary Jane et elle survivait. Et apparemment, les fans tenaient absolument à ce qu'on adapte fidèlement cet événement dans un film. Et comme Sony était dans l'optique de répondre à toutes les demandes des fans sur Internet, encore une fois les lance-toiles, le Spider-Man qui fait plus de blagues, tout ça, ben il a été décidé, et je pense même que c'était déjà décidé depuis Amazing Spider-Man 1, d'adapter cet événement, la mort de Gwen Stacy, dans le deuxième film. Et le problème, c'est que c'est raté. Enfin, disons plutôt, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas déjà parce que là où dans le comics, la mort de Gwen Stacy est marquante car c'est un événement assez rapide, enfin la mort de Gwen Stacy est assez rapide, brutale et choquante, là dans le film, par la mise en scène, on t'appuie et on te surappuie le moment à grands coups de ralenti, de musique dramatique, et la toile d'araignée qui, allait savoir pourquoi, prend la forme d'une main. Symbolique, vous voyez. Et ça fonctionne pas non plus parce que là où dans le comics, la mort de Gwen Stacy était quelque chose d'assez inattendu pour le lecteur, ça avait clairement, je crois que c'est assez connu que ça avait bouleversé Marvel à l'époque, et vu les conditions dans cette époque, tu avais certains auteurs, certains éditeurs qui bossaient à Marvel, qui n'étaient même pas au courant qu'à côté ils avaient écrit et dessiné ce truc-là, quoi. Alors que là, dans le film, encore une fois, c'est téléphoné, mais c'est même clairement téléphoné depuis Amazing Spider-Man 1, à tel point que dans ce film-là, le 2, quoi, ils ont littéralement reproduit le look vestimentaire de Gwen Stacy dans les comics, pour vraiment nous prévenir, nous dire que hey, ça y est, c'est dans ce film-là, c'est dans ce film-là que ça se passe, c'est là qu'elle a crevé, ouais. Et tout ça, pour moi, cette façon d'appuyer, de surappuyer cet événement, de le teaser comme si c'était, je sais pas, comme si c'était l'arrivée de Thanos quelque part, la mort de Gwen Stacy, en fait, ça me conforte dans mon idée que Gwen Stacy n'était pas un vrai personnage dans cette saga, plutôt cette duologie, non, on dit, qu'on sait de films. Enfin bref, Gwen Stacy n'était pas un vrai personnage dans les Amazing Spider-Man, c'était juste de la chair à canon, et c'est triste à dire, mais c'était de la chair à canon qui était destinée à mourir dans le deuxième épisode. En fait, la mort de Gwen Stacy, quand on y pense, c'est comparable à la mort de Superman dans BVS, c'est-à-dire c'est ni plus ni moins qu'un pur moment
de fanservice qui n'apporte rien, qui n'apporte rien en définitif à l'histoire. Parce que tout ce que ça amène à l'histoire, hein, c'est Peter Parker qui fait une déprime de genre 2 mois, grand max, et après, quand le Rhino se pointe, ben, il redevient le super-héros blagueur et flamboyant qu'il était au début du film, comme si rien n'était au final. Et c'est une putain d'happy end. Bon, après, vous allez peut-être me dire que c'était pour nous amener Amazing Spider-Man 3, qui, d'après ce qu'on raconte, se serait basé sur la saga du clone, hein, et qu'on aurait eu, via le clonage, tous les retours des personnages morts dans Amazing Spider-Man, les parents de Peter, le père de Gwen Stacy, même Oncle Ben, hein, par exemple. Sauf que, très franchement, quand j'y pense, ça aurait peut-être... enfin non, ça aurait sûrement été nul à chier, parce que ça voudrait dire que toutes les morts qu'on a eues dans Amazing Spider-Man, c'était juste pour nous préparer le 3e opus. Enfin, quelque part, c'est... Je sais pas, c'est normal, vous me direz aussi, de faire du foreshadowing comme ça, quoi, mais... je sais pas, je trouve ça c'est quand même mal foutu que tous ces événements dans les 2 films, bah, ça sert juste à préparer le 3e, basé sur une histoire de clonage bidon. Mais c'était possible, hein, c'était même raccord avec une scène coupée de Amazing Spider-Man 2, où le père de Peter se révèle au final être encore en vie et se pointe devant Peter qui était en train de regarder la tombe de Gwen Stacy, les mains dans les poches. Les théories personnelles, je pense même que cette scène où le père de Peter est encore en vie, je pense que c'était la fin originale du film, qui était beaucoup plus douce amère avec un cliffhanger pour la suite. Est-ce que ce qu'il a fait en définitif avec le Rhino, tout ça, qui sert à préparer le film, enfin qui tease le film Sinister 6, et qui est une putain de reprise d'une pub Coca-Cola, quoi. Ça aussi, c'est quand même magique. Voilà, c'était The Amazing Spider-Man 2, le destin d'un univers partagé, avorté. Oui, parce que le truc à retenir avec cette duologie de films Amazing Spider-Man, au-delà que Peter Parker soit un petit merdeux, que Gwen Stacy ne sert à rien, que les méchants sont ridicules, non, le vrai truc à retenir, c'est que le vrai but de Sony avec ces reboots, c'était de concurrencer le MCU, qui à l'époque était encore à sa phase 1 ou 2, je sais plus. Le problème, c'est que là où le MCU avait tout un large catalogue de personnages Marvel adaptés, Sony n'avait que l'univers Spider-Man adapté, et donc la seule solution qu'ils ont trouvée, c'était de faire des films sur les super-vilains et personnages secondaires de l'univers Spider-Man. Un film sur Venom, un film sur Octopus. Ils avaient même envisagé un film sur Tante May. Tante May. Et bien sûr, le film Sinister 6, qui devait pas être réellement un film super-vilain, apparemment, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais plus le Avenger de cet univers partagé, où Spider-Man allait devoir s'associer à tous ces super ennemis qu'on aurait vus dans d'autres films contre une menace commune. Et du coup, ce Amazing Spider-Man 2 est truffé de références à la con. Bonjour, secrétaire qui s'appelle comme par hasard Felicia Hardy, alias Black Cat. Il suffit de voir le traitement du Rhino. Et oui, parce que toute la promo du film ne nous avait pas parlé de 1 ni 2, mais bien de 3 super vilains dans le film. Alors que bon, en réalité, le gros du film, c'est Electro. Le bouffon vert, il est parachuté à la fin pour 5 minutes, littéralement. Quant au Rhino, le Rhino c'est encore pire parce que tu le vois juste à la fin pour faire ce remake de la pub Coca-Cola là, et tout ça, ça sert juste à teaser le putain de film Sinister 6. Et quand on y pense, tout ce qui est raconté dans ces 2 films Amazing Spider-Man, c'est-à-dire la morsure d'araignée, le complot autour des parents de Peter et tout ça qui est relié à Oscorp, tout ça, c'était pour nous préparer ce putain d'univers partagé à la con. Et ça, par exemple, c'est un reproche qu'on pourrait également faire à Iron Man 2 et Batman v Superman. C'est-à-dire qu'on passe plus de temps à nous teaser les futures suites plutôt que raconter l'histoire du film même qu'on est en train de regarder. Et univers partagé qui a été annulé suite à l'échec de ce film. Oui, parce que ce film a été un vrai échec. Encore aujourd'hui, c'est le film Spider-Man qui a fait le plus mauvais score au box-office de tous les films Spider-Man. Bon, en vrai, Into the Spider-Verse, ça fait moins, mais bon, c'était un film d'animation, et puis il a eu un Oscar, alors fermez vos gueules. La suite, vous la connaissez, suite à cet échec, Sony est parti se prostituer chez le MCU. Mark Webb quitta le monde des blockbusters avec soulagement, et ses nouvelles productions se sont fait plus modestes et discrètes. Les Stone se sont séparés. Et après tout ce temps, Sony a finalement réussi à se racheter en sortant l'excellent Spider-Man Into the Spider-Verse. Mais bon, aussi, ils ont fini par sortir leur univers partagé avec Venom et Morbius. Et oui, il y en a qui changeront jamais. Et très franchement, quand je vois le succès qu'a eu le film Venom avec Tom Hardy,
je me dis heureusement que Amazing Spider-Man n'est pas sorti à notre époque. Parce que s'il serait sorti genre courant 2018, je suis sûr que le film aurait fait presque 1 milliard. Et là-dessus, ils auraient pu sortir leur trilogie Amazing Spider-Man et tout leur univers partagé à la con. Encore aujourd'hui, t'as des gens qui considèrent que c'est la meilleure adaptation de Spider-Man. Et franchement, ces gens-là, je la comprends pas parce que Amazing Spider-Man 1 et 2, c'est juste les pires, réellement les pires adaptations de Spider-Man. Si, c'est pire que le Spider-Man du MCU. Et pour tout vous dire, ce film, je l'ai longtemps considéré comme la pire adaptation de comics au cinéma, hein, avant d'être détrôné par Man of Steel, qui a lui-même été détrôné par BVS. Et au final, c'est ça le sentiment que j'ai avec Amazing Spider-Man, c'est-à-dire que c'est un film qui est sorti à une époque où Internet prenait de plus en plus de pas sur les studios, le cinéma et les blockbusters, quoi, et les adaptations de comics, bien sûr. Et donc, quand je repense à tout ce qu'ils ont fait dans ce film, c'est-à-dire voilà, les lance-toiles, la mort de Gwen Stacy qui a été adaptée n'importe comment, je me dis que c'est réellement la première étape où les groupes de fans ont réellement réussi à imposer leur emprise sur les adaptations, et enfin sur les films, les blockbusters, etc. Et c'est ça en fait, Amazing Spider-Man. En fait, c'est la première étape qui nous a conduit vers cette abomination qu'est la Snyder Cut.